Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Je vous propose de poursuivre avec une nouvelle série dédiée à la thématique de l'insertion au travail des personnes en situation de handicap. Les entreprises ont l'obligation d'employer des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif. Pour autant, cela n'est pas toujours suivi d'effet. Comment les entreprises s'engagent-elles face à ces enjeux d'inclusion et de diversité ? Dans cette série, allez à la découverte de retours d'expérience pour vous apporter bonnes pratiques et points de vigilance pour vous engager de façon pérenne dans cette voie. Pour ce premier épisode, nous tendons le micro à Raphaël Gauthier et Élise Maillet, référente handicap et chargée de projet RH chez Five Guys France. Elles nous partageront la démarche initiée depuis quelques années maintenant afin de structurer une véritable politique handicap inclusive et pérenne dans l'entreprise. Bonjour Élise et Raphaël, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter Five Guys également ? Oui, bien sûr, bonjour. Alors du coup, je suis Raphaël Gauthier, je suis chargée des ressources humaines et du développement RH et aussi référente handicap depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Bonjour, je suis Élise Maillet, je suis responsable recrutement chez Five Guys, donc et aussi référente handicap avec Raphaël. Et moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai rejoint Five Guys. Et si vous deviez présenter Five Guys en quelques mots, une ou deux données clés, ce serait quoi ? Five Guys, c'est une enseigne de restauration rapide qui est une enseigne américaine, et on est spécialisé dans les burgers gourmets avec des produits frais, voilà. Et on va retrouver dans nos restaurants plus principalement des équipiers polyvalents. Qui ont différentes tâches au sein de nos restaurants et qui vont être accompagnés par une équipe managériale composée d'un directeur de restaurant et de plusieurs managers. Et aujourd'hui, on a à peu près 33 restaurants en France. Voilà, on a été implanté en France en 2016 et ça représente à peu près 1400 salariés. Dont une population de 48 salariés en situation de handicap aujourd'hui. Et donc le siège de Five Guys France est à Paris, du coup, c'est ça, en région parisienne ? Oui, exactement, en Paris, en plein centre. Avec à peu près combien de salariés également au siège ? Au siège, on doit être une 40aine. Alors justement, Raphaël évoquait le nombre de salariés en situation de handicap. Donc ça traduit certainement un engagement dans une politique de recrutement, intégration de façon pérenne de travail en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelle est la politique sur la question du handicap de Five Guys ? Qu'est-ce qui a amené à construire cette politique ? Au départ, je pense que c'est une envie de notre directeur général de pouvoir aussi répondre à notre obligation légale. Donc, c'est une politique handicap qu'on a construit année après année. Quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait des petites actions mises en place un petit peu, pas vraiment structurées. Donc, on a commencé par mettre en place un diagnostic avec la GFIP qui a dégagé différents axes et différentes actions à mettre en place. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à structurer cette politique handicap par notamment des actions visant le recrutement, mais des actions aussi visant la sensibilisation, la formation et visant aussi le maintien dans l'emploi. Et c'est finalement toutes ces petites actions qui nous ont permis de construire cette politique handicap, de la structurer et puis d'arriver aussi à nos objectifs. Donc ça pareil, ça a évolué d'année après année. On a débuté avec un taux d'emploi à 1,8%. Aujourd'hui, on est à 3,6%. Donc c'est l'ensemble de toutes ces actions qui ont permis de construire et faire évoluer cette politique handicap. D'accord.
Et justement, qu'est-ce qui fait, parce qu'un certain nombre d'entreprises ne s'engagent pas, voilà, à ce point-là dans ce type de politique. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu vraiment cette volonté, vous savez, dans l'entreprise de mettre structurer, en tout cas chercher à structurer une véritable démarche? Alors, la première idée, ça a été vraiment de favoriser tout ce qui va être la diversité, en fait, au sein de nos restaurants, de faire évoluer les regards. Euh, Parce que effectivement, quand on a commencé à travailler sur cette politique, on a pu voir que il y avait plein de blocages. Tout de suite, quand on parle de handicap, on peut se dire que c'est un peu une montagne qu'on essaye de gravir. Et l'idée, déjà de notre directeur général, c'était qu'on puisse casser un peu ces idées-là. Et donc, avec Élise, on a essayé de chercher la meilleure manière, en fait, finalement, de faire évoluer cette vision. On s'est beaucoup basé, en fait, sur des réussites qu'on a eues au sein de notre restaurant, des réussites de personnes qui pouvaient avoir un handicap qui pouvait paraître plutôt lourd à accompagner. Et finalement qui ont eu une très belle intégration et une très belle évolution. Et on a pu utiliser, on va dire, ces directeurs de restaurants pour qu'ils puissent parler de leur expérience au sein du réseau. Et ça a permis de donner l'envie aux autres directeurs de se lancer dans l'aventure. Alors justement, vous parliez du coup de directeur de restaurant, d'encadrement, du coup de management. Alors quels sont, à titre d'exemple concret, les types d'actions que vous avez justement mises en place pour favoriser l'emploi, le recrutement et l'intégration durable et pérenne, que je crois bien comprendre, de salariés en situation de handicap dans votre entreprise? Alors vis-à-vis du recrutement, en premier lieu, on a récapitulé un petit peu toutes les contraintes qui sont présentes en restaurant et des contraintes qu'on peut pas enlever. Par exemple, le fait qu'un équipier polyvalent soit en station debout à 100% de son temps de travail, ça c'est une chose qu'on pourra pas adapter. Et donc c'est d'être aussi honnête par rapport au type de handicap qu'on peut accueillir et aussi aux choses qui sont pas possibles en restaurant. Ensuite, il a fallu former aussi bien les directeurs que les managers pour comment bien recruter sans discriminer. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir aborder la question du handicap sans qu'elle soit taboue, mais de pas non plus entrer dans une discrimination à l'embauche. Donc voilà, c'est aussi en fournissant des outils comme des trames d'entretien, par exemple, où on explique et on donne les clés pour aborder la question du handicap. Ça a été aussi le fait d'apporter des outils pour la formation et pour l'intégration des salariés en situation de handicap, comme un livret tuteur qui donne les bonnes pistes justement sur les précautions à apporter dans le cadre de l'intégration et de la formation. On a aussi créé un chevalet de formation avec des images justement pour pouvoir s'adapter aux différentes personnes et pour pouvoir donner un outil pour bien comprendre ce qu'on allait attendre d'eux. Voilà, en partie. Je sais pas si Raphaël, tu as d'autres idées. Oui, aussi quelque chose, tout ce qui est maintien dans l'emploi. On s'est organisé avec le service RH, donc recrutement et RH, pour avoir un suivi en fait aussi régulier de nos directeurs de restaurants et de nos salariés en situation de handicap, pour comprendre aussi au fur et à mesure les problématiques que peuvent rencontrer les directeurs de restaurants dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et pouvoir leur donner les aiguilles en fait, pour pouvoir leur donner les outils pour les accompagner au mieux, puisque chaque situation est particulière et nouvelle. On réfléchit ensemble pour savoir comment faire pour avoir soit un accompagnement personnalisé et le fait aussi d'avoir un temps d'échange avec les personnes en situation de handicap pour savoir comment ça se passe au sein du restaurant, etc. On peut comprendre aussi les petites difficultés ou non que peuvent avoir les personnes, parce que souvent les langues vont se délier avec une personne qui est externe, on va dire, au restaurant. Donc on est aussi cette oreille qui écoute
pour qu'on puisse en fait faire en sorte que la relation soit la plus pérenne et fluide possible en restaurant. Et donc, du coup, il y a de ce que j'entends et ce que je comprends, il y a un enjeu autour du recrutement, intégration, mais du suivi vraiment pérenne. Finalement, c'est une démarche qui commence, mais qui ne s'arrête pas, puisqu'il y a un accompagnement vraiment dans le temps, avec un enjeu de maintien dans l'emploi. Et justement, je dirais en phase un petit peu amont, comment créer ce climat un peu de confiance pour que, comme il y a une notion de confidentialité par rapport à la situation aussi de la personne, pour amener à exprimer de potentiels difficultés que le handicap pourrait poser et comment accompagner au mieux et les managers et les équipes, les collègues aussi, dans l'intégration de la personne et pour que la personne puisse s'exprimer, en tout cas sur les conditions de réalisation de son travail. Je pense que en premier lieu, c'est déjà d'évoquer le fait que Five Guys soit une entreprise anti-accueillante et que c'est un sujet qu'on peut aborder en toute transparence et qu'on est prêt justement à l'évoquer et à essayer de trouver des solutions pour adapter les postes. Donc déjà, ça, c'est des choses qu'on parle dès les sessions de recrutement pour déjà voilà avoir de pouvoir être dans une bonne dynamique par rapport au sujet du handicap. Montrer Ensuite, que vous êtes investi sur le sujet, que c'est un voilà, sujet que vous exactement. traitez. Enfin, vous amenez le sujet et Oui, peut-être pour que les personnes se disent ah, je vais peut-être pouvoir oser en parler finalement. Parce qu'il y a des fois des exactement. craintes d'être Ouais, ouais. pénalisé si la personne exprime ses difficultés. D'accord. Ouais, c'est exactement ça. Et ensuite, lors de l'entretien, c'est de pouvoir essayer aussi de trouver les adaptations de poste. Et ça, je sais que les adaptations, par exemple, au niveau des horaires, ça va être quelque chose qu'on fait aussi de manière régulière pour et que la personne, elle se sente vraiment accueillie et qu'on prenne en compte sa situation, mais aussi en gardant le côté confidentiel, dans le sens où on n'a pas à savoir quel va être son handicap. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment quelle va être l'adaptation qui va lui permettre d'occuper le poste. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Parfois, on a aussi des salariés qui vont être accompagnés. Ça peut être d'un éducateur ou d'un chargé d'insertion. Et ça va aussi être des intermédiaires qui vont nous aider à aborder le sujet en toute transparence et nous aider aussi à parfois trouver des solutions externes à l'intégration ou à la formation en restaurant. Alors justement, vous parliez de partenaires ou d'interlocuteurs externes. Comment s'appuie-t-on sur des ressources expertes ou partenaires quand on est une entreprise et qu'on souhaite développer une politique voilà, en faveur de l'intégration de personnes en situation de handicap? Voilà, avec qui vous travaillez? Comment ça s'est fait? Et qu'est-ce que ces partenaires vous apportent concrètement? Bah, le but, ça a été d'aussi trouver des partenaires qui allaient correspondre à notre secteur d'activité. Et ça a été le plus gros challenge pour que déjà ils puissent parler à nos directeurs de restaurants, qu'ils puissent être compris, qu'ils leur apportent des solutions qui vont être adaptées à eux et qu'ils puissent répondre aussi à nos attentes. Pour le recrutement, on travaille principalement avec Pépite Emploi. Ça va être un moyen de sourcing qui va nous présenter des profils qui vont être adaptés à notre secteur. Et ils ont fait l'effort de venir passer des demi-journées en immersion en restaurant pour bien comprendre nos contraintes et pour aussi discuter directement avec des directeurs, des managers et pouvoir vraiment s'adapter à ce dont on avait besoin. Et c'est un partenariat qui fonctionne. Je sais pas si Raphaël, tu parlais peut-être de Kialatoc. Oui, de Kialatoc, exactement. On a été mis en relation avec Kialatoc grâce à notre accompagnement avec l'AGFIP. On va vous en parler juste après. Et donc Kialatoc, c'est un centre de formation. On réalise de la sensibilisation au handicap, mais autour d'ateliers de cuisine. Et donc, pendant cet atelier de cuisine, on va être mis en situation de handicap pour pouvoir réaliser les différentes recettes. Souvent, c'est un format qui plaît beaucoup à des opérationnels qui ont l'habitude, voilà, de beaucoup bouger et d'être constamment stimulés. Et ensuite, il y a toute une partie théorique sur, qu'est-ce que le handicap, comment intégrer au mieux une personne en situation de handicap, sur le recrutement aussi, comment aborder ce sujet du handicap durant le recrutement. Et il y a un tour de table, des questions-réponses, etc. Et donc on a été mis en relation avec la GFIP. La GFIP nous a accompagnés en fait, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'ils nous accompagnent. On a signé avec eux une convention qui va aller jusqu'en 2025 normalement, voilà. Et donc on a des points réguliers avec une
une chargée d'accompagnement chez la GFIP qui nous met en contact avec des personnes tierces pour nous aider sur nos différents sujets, que ce soit du coup là la formation, le recrutement, la sensibilisation aussi. On a pu réaliser une formation au sein du siège. On a été mis en contact grâce à la GFIP par une personne qui nous a réalisé cette formation-là. Donc, toute entreprise peut demander d'être accompagnée par la GFIP et nous, ça nous a vraiment mis un coup de boost pour pouvoir développer notre politique handicap. Donc, ça a été vraiment un plus. Oui, je crois qu'à la fois, vous disiez, je crois qu'Élise, dans la préparation, échangeait aussi, en fait, vous avez démarré par un diagnostic aussi à GFIP, et finalement, une convention, des partenariats. C'est ça. Voilà. C'est notre fil rouge, en fait, depuis le début de la mise en place de cette politique handicap. Alors, bien sûr, on doit avoir les idées. On doit avoir une feuille de route quand même, mais la GFIP est là pour pouvoir nous aiguiller et nous mettre en contact, en fait, avec des acteurs vraiment piliers du handicap en France. D'accord. Et vous travaillez également avec les Cap Emploi ou d'autres acteurs? Exactement. Concernant le recrutement, on travaille avec les Cap Emploi lors notamment de nos ouvertures de restaurants. On leur parle de notre projet d'ouverture, de notre projet de recrutement, et on les fait participer directement à nos sessions de recrutement pour intégrer les personnes en situation de handicap dès l'ouverture. Et on trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde finalement. Donc on voit que finalement c'est une politique qui est très anticipatrice, qui fait partie intégrante de votre stratégie de développement. C'est-à-dire que vous disiez vous étiez en croissance avec un certain nombre de restaurants ouverts sur le territoire, et du coup cette politique-là elle est intégrée en amont de l'ouverture des restaurants pour mettre en place les partenariats et pouvoir recruter. Comme on se développe, si on veut que justement cette politique soit pérenne, il faut qu'on puisse anticiper et qu'on puisse recruter dans chacun de nos restaurants, mais aussi sensibiliser et former en amont de l'ouverture pour que ça fonctionne. Et le but, c'est aussi que ce soit un sujet qui soit pas un sujet juste RH, mais qui soit un vrai sujet d'entreprise. Et c'est pour ça que la sensibilisation, elle passe par le siège, mais elle passe aussi par les district managers, puis ensuite les directeurs de restaurants et les managers. Parce que chacun, finalement, est aussi acteur de cette politique handicap. Et au départ, ça a été ça aussi l'enjeu, de sensibiliser tout le monde. Oui, du coup, que ce soit pas le sujet RH, mais vraiment une approche globale de tout acteur de l'entreprise. C'est ça, que ce soit porté par tous. Et on y était allé un peu à tâtons avec Élise de savoir comment faire en fait pour que tout le monde soit concerné par le sujet. Et en fait, on a compris qu'il fallait commencer par le haut. Et ça allait commencer à ensuite être plutôt descendant. Et ça a bien fonctionné. C'est de sensibiliser d'abord tous nos managers, qui soient vraiment au fait de ce sujet-là, qu'ils comprennent notre objectif et l'objectif en fait global, commun. Et une fois que l'objectif est compris, l'idée, c'est de pouvoir leur donner des outils. Donc, ça va être de la communication, des affichages, par exemple en restaurant, qui puissent en parler au sein de leur restaurant et de communiquer sur ce sujet-là continuellement. Nous, on va ensuite être là pour pouvoir leur faire des piqûres de rappel, en leur disant ça serait bien que sur ce mois-ci, vous puissiez parler de tel sujet. Je sais pas, ça va être la reconnaissance en qualité de travailleurs en situation de handicap, et puis de rappeler quelles sont les procédures, les avantages aussi, et puis expliquer que Five Guys est là pour pouvoir aussi les accompagner. Et donc notre rôle, nous aujourd'hui, ça va pu être de vraiment sensibiliser au cas par cas. Ça va plutôt être de diffuser l'information et de demander aux acteurs, puisque maintenant on a réussi à que chaque directeur de restaurant soit un acteur de notre politique handicap, de demander à chaque acteur de pouvoir en fait diffuser la communication et faire vivre en fait la politique handicap. D'accord. Et est-ce que justement vous avez peut-être des exemples de situations assez variées sur d'intégration réussie et pérenne, qui correspondent à des types d'ajustements différents? Parce que quand on pense handicap, il y a des situations de handicap visibles, d'autres qui sont invisibles. Voilà, quel type d'adaptation, quel type de situation de handicap vous avez pu prendre en compte?
Le premier qui a été le plus probant, ça a été une personne qui sortait d'un ESAT. Et donc, on a pu mettre en place toute une période de formation qui a duré sur 6 mois, avec un planning bien défini où sur ces 6 mois, on a eu le chargé d'accompagnement de l'ESAT qui est venu chaque mois savoir comment se passait l'intégration. Et donc, ça a été une période de tutorat pendant ces 6 mois. Puis, à la fin de ces 6 mois, de savoir ou pas si cette période de formation a été réussie ou non. Si oui, donc poursuivre au sein du restaurant, et sinon, eh bien, la personne allait repartir en ESAT. Et donc le résultat a été que la personne s'est bien intégrée, a compris ses tâches, etc. Donc, elle a intégré le restaurant, là en contrat plutôt 15 heures. Et avec le temps, aujourd'hui, cette personne-là est en 35 heures. Donc, a réussi avec le temps et l'accompagnement et tous les outils qui ont été mis en place, hein, que ce soit le chevalet, le livret de tutorat, etc. Tout ce qu'a pu dire Élise au début comme exemple. On a réussi à montrer que c'était possible en fait d'intégrer une personne en situation de handicap. Et donc, ce directeur de restaurant, par exemple, a été vraiment une pièce maîtresse au début pour notre politique handicap, puisque à chaque nouvelle intégration de personnes en situation de handicap dans d'autres restaurants, on faisait en sorte que ce directeur soit mis en lien avec le directeur qui allait accompagner une personne en situation de handicap, pour pouvoir lui expliquer, grosso modo, comment lui il a fait, quelles difficultés il a pu rencontrer, et comment il a réussi à les dépasser et accompagner la personne. Voilà. D'accord, très bien. Et Élise, peut-être un regard sur quel impact ça a sur les équipes, finalement, cette réussite d'intégration dans la durée. Qu'est-ce que ça produit? Enfin, est-ce que vous voyez aujourd'hui des effets plus globaux sur la dynamique d'équipe ou les collectifs? Je pense que ça amène aussi plus d'entraide au sein des équipes et ça participe à l'ouverture d'esprit globale, voilà, en restaurant. Et je sais qu'on participe chaque année à une opération qui s'appelle le Duodé. Donc c'est une opération qui est nationale, qui correspond à une immersion, voilà, d'une demi-journée en restaurant de personnes en situation de handicap. Donc c'est pas forcément pour ensuite embaucher la personne, mais ça peut l'être, et ça c'est déjà ce qui s'est passé. Mais je sais que les équipes apprécient vraiment le fait de pouvoir partager ce qu'elles font au quotidien, partager nos façons de faire, mais aussi pouvoir échanger avec la personne durant cette demi-journée. Et en termes de sensibilisation, c'est vrai que c'est une vraie bonne opération et qui est toujours appréciée. Donc au niveau de la diversité, de l'entraide, c'est toujours quelque chose qui permet en tout cas de développer dans ce sens. Et on a toujours un très bon retour des restaurants suite au Duodé, parce que effectivement nos équipiers polyvalents sont là vraiment acteurs en fait de l'accueil d'une personne en situation de handicap. Ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit pas forcément un manager qui soit mis en duo, mais une personne qui souhaiterait être mis en duo. Et souvent ce sont nos équipiers qui sont sensibles en fait à ce sujet-là, et on a des très très bons retours. On le fait chaque année, et chaque année, on a de plus en plus de duos qui se créent. Donc, c'est une vraie réussite, en tout cas pour la sensibilisation, et aussi souvent pour l'intégration, puisque on propose à la suite des duodés quand ça se passe très bien, et que des deux côtés, que ce soit le restaurant ou les personnes en situation de handicap souhaitent poursuivre ce duo-là, on propose des stages qui s'appellent des PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ça va être des périodes de 2 semaines. Et là, ça va être un peu plus concret, que ce soit pour les équipes que pour la personne en situation de handicap. Et ça peut déboucher par la suite à une embauche. Voilà. D'accord. Donc finalement, cette action-là, elle permet aussi de sensibiliser concrètement les Tout à fait. équipes sur le terrain, et que chacun puisse aussi changer peut-être son regard. Et Ça a été un vrai levier, le Duodé, et c'est vrai que Élise l'a lancé dès le début,
et on l'a poursuivi sur toutes ces années. Là, ça va être la 4e année qu'on va y participer. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. En tout cas, si par exemple une entreprise souhaiterait commencer à toucher un peu ce sujet-là du handicap, par où commencer? Le premier levier, c'est quand même le duo-day. En plus, c'est sur une semaine qui est vraiment banalisée pour le handicap au niveau national. Donc, il faut vraiment miser là-dessus. Il y a une communication qui est déjà réalisée par le duo-day. Il y a tout un package en fait qui nous est Qui est donné, disponible en fait qui est finalement disponible. pour mobiliser. Exactement. D'accord. Tout à fait. Ça va être un package aussi bien pour des emailing, des communications en store, ça va être pour pouvoir faire des feedbacks à la suite, etc. De pouvoir communiquer en interne. Donc, on communique pas mal on a un canal interne qui s'appelle Chatipati, qui nous permet de communiquer avec l'ensemble de notre réseau. Et donc, au moment des duo day, et même tout au long de l'année, mais pour parler du duo day, on utilise pas mal Chatipati pour pouvoir communiquer au sein du réseau, et ça va être par des vidéos, par exemple de sensibilisation, et aussi bien des affichages. Justement, un petit peu, on voit qu'il y a à la fois la mobilisation d'outils, de kits d'événements qui existent au niveau national. Vous appuyez sur un réseau de partenaires. On voit que c'est une Mhm. démarche, voilà, qui de longue date. Comment vous avez, parce que quand on a préparé, vous me parliez un petit peu de cheminement aussi, et C'est de ça. dire finalement, est-ce que c'est une autoroute toute droite qu'on parcourt, ou est-ce que on expérimente des choses, on tâtonne, voilà, pour reprendre un peu les mots. Ouais. Comment vous partageriez votre vécu de construction pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Non, je pense qu'on a beaucoup expérimenté justement, et c'est justement face aussi aux choses qui fonctionnaient pas qu'on a pu trouver, les solutions plus adaptées, à notre secteur d'activité. Non, on a travaillé même avec différents partenaires, on a aussi, parfois, était peut-être, un peu moins sélectif, en termes de recrutement, mais on a vu qu'au final, voilà, c'est face, à notre taux de turnover, c'était pas forcément quelque chose qui fonctionnait. Non, c'est à force, d'expérience qu'on a réussi vraiment à structurer, cette politique handicap et de comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Mhm. Donc ouais, c'est un long cheminement, mais en tout cas, chaque, petites actions, a quand même, eu son résultat, et c'est finalement l'addition de toutes ces petites actions qui nous a permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Donc il faut persévérer en tout cas dans cette politique handicap, et quand on se retourne finalement qu'on se dit: «Ah quand même on a réussi à mettre tout ça en place», et c'est là où c'est valorisant, aussi bien pour soi que pour Mmh. l'entreprise. C'est ça, je vais rebondir sur le mot persévérer, parce que c'est exactement ça. Il faut pas baisser les bras face à cette montagne, on va dire, parce qu'au début, on n'a pas vraiment d'idée vers où aller. Et en fait, on voit aussi le côté qui est quantitatif, puisque on sait qu'on a un taux qui nous montre à quel niveau on est. Oui, alors Euh, pour rappel, je fais un petit aparté pour rappel pour oui, nos auditeurs, l'obligation, entre guillemets, est à 6 pour les exactement. entreprises, ce que voilà, peu, finalement aujourd'hui, atteignent, et vous êtes partis d'un taux, vous m'avez dit, de 1,8 à 3,6, et voilà, avec Exactement. toujours cet objectif de progresser. Toujours cet objectif de progresser, et surtout c'est que on est arrivé à 3,6%, tout en ayant au milieu de cette phase de progression vraiment une phase de stagnation, où là il y a une remise en question, où on se dit bon bah alors qu'est-ce que on doit faire de plus, enfin, dans quel sens on doit aller, vers où on doit aller pour pouvoir réussir à avoir un levier qui fasse qu'on dépasse cette phase de stagnation. Et je me souviens qu'on avait eu un point avec le DRH des Cafés Joyeux, qui nous avait un peu aiguillé sur voilà, où est-ce on était arrivé avec notre politique handicap, et le coup de boost qu'on devait donner en plus pour pouvoir réussir à passer ce palier-là. Il nous avait fait réfléchir sur le fait de sensibiliser par le haut, pour qu'ensuite ça puisse se diffuser vers le bas. Et après, je sais pas ce que t'en penses, Élise, mais je trouve que c'est vraiment ça qui nous a permis d'avoir voilà, de passer aux 3,6%. C'est la formation de nos managers. Alors juste, avant la réaction, j'ai petite explication pour nos auditeurs, auditrices. Le café joyeux, en 2 mots?
Oui, alors le café joyeux, ce sont des cafés qu'on peut retrouver dans différentes villes, souvent des grosses villes. Ça va être des cafés qui vont accueillir principalement des salariés porteurs de trisomie et qui sont organisés avec une équipe managériale qui n'est pas en situation de handicap. Euh, alors ils appellent ça des skippers. Il y a beaucoup le terme de la mer qui revient. Les skippers ont leurs équipiers et font en sorte que chaque équipier ait une tâche bien définie pour pouvoir avoir voilà ce cercle vertueux pour que la commande client puisse arriver d'une commande jusqu'à la table du client. Voilà. Et donc nous on s'était dit voilà, eux arrivent à faire en sorte que ça fonctionne. On va se tourner vers cet acteur-là pour comprendre en fait comment ils font. On a fait un peu de prospection finalement pour qu'ils puissent nous aiguiller et le fait d'avoir pu parler avec eux et de comprendre comment ils fonctionnaient, on s'est dit c'est possible de le faire. Et effectivement, des managers qui sont sensibilisés et formés à l'accompagnement fait que le ça devient des relations plus pérennes et le turnover baisse. Et Voilà. justement, pour rebondir sur ce sujet, l'importance de la formation des managers, Élise, est-ce Ouais. que Ouais, je dirais que c'est la clé, hein. C'est la clé pour, déjà pour bien recruter, mais ensuite pour bien, former et puis pour aussi, fidéliser, tous nos salariés de manière générale, mais encore plus les salariés en situation de handicap. Le but, c'est de savoir comment s'adapter, et de pouvoir, trouver les solutions qui vont être aussi adaptées justement, aux salariés qu'on recrute. La formation et je dirais aussi le fait d'avoir les bonnes pratiques et de pouvoir les diffuser. Et je dirais notamment, il y a eu un bel exemple et le directeur des Champs-Élysées, qui est le plus gros restaurant du monde actuellement, qui a réussi à recruter des salariés en situation de handicap, à les former, à les intégrer, à les fidéliser et de montrer que si c'est possible sur ce restaurant, c'est possible partout. Ça a été aussi une vraie aide. Et si au départ on pouvait avoir des réactions qui étaient plutôt frileuses quant au recrutement, notamment quand on proposait des profils, ça a permis aussi d'ouvrir les possibilités et à tous nos autres directeurs de se mettre beaucoup moins de barrières. Et je dirais que c'est l'ensemble de ces actions aussi qui a permis de réussir à développer le recrutement. Donc ça part d'un bel exemple et ensuite d'une formation adaptée et de montrer que ça va être possible. Et finalement, ça a été possible dans tous nos restaurants. donc vraiment une stratégie de diffusion, de s'appuyer sur, l'encadrement pour, incarner finalement, au quotidien cette politique et la mettre en œuvre, sur le terrain? Ouais, Exactement. D'accord. et de vraiment en parler de manière très régulière. C'est vrai que nous, on envoie des communications de manière mensuelle. On a aussi bien sûr challengé les directeurs de restaurants à ce sujet. On reste une entreprise où la valeur compétitivité est très présente. Donc bien sûr, les challenger sur le sujet, ça a aidé aussi au fait qu'ils se disent OK, si c'est possible dans un autre restaurant, moi aussi je vais montrer que dans mon restaurant c'est possible. Alors Ça a comment vous été les aussi. challengez concrètement? Enfin, comment ils se prennent aussi, on va dire au jeu, Euh, mais en tout cas ouais. de Ça a été aussi en communiquant et en étant transparent sur leur taux d'emploi. Voilà, mmh, où ils se situaient par rapport au réseau, par rapport à leur restaurant et en étant aussi transparent sur les chiffres, ça a permis pour eux de se rendre compte mmh. de, par exemple, OK, à quoi correspond 6 dans mon restaurant? Est-ce que ça va être un contrat en 35 heures ou ça va être, 2 contrats, par exemple, en 20 heures? Et comment je peux réaliser cet objectif dans mon restaurant? Enfin voilà, ça a été Mmh. en leur montrant comment c'était possible finalement. Au-delà de l'objectif, parce que l'objectif, c'est plutôt un objectif de moyens que vraiment un objectif de résultat. Mais peu à peu, ils se prennent au Mmh. jeu et on arrive à l'objectif de résultat finalement. On voit que finalement, ce qui au départ, peut être perçu par certaines entreprises comme une obligation, suivie par, les RH uniquement, là, c'est quelque chose qui vit, qui est débattu, échangé et puis, partagé avec l'ensemble des managers pour pouvoir, progresser tous ensemble. Finalement, Ouais, ça fait exactement. partie des critères aussi, qui font qu'est-ce que, voilà, je pilote bien mon restaurant? Est-ce que je suis en phase avec les Exactement. valeurs de l'entreprise? Mhm. Exactement, D'accord, ça fait partie d'un des indicateurs de gestion, d'accord. tout comme le chiffre d'affaires peut être aussi Mmh. un indicateur pour eux. Voilà, ça fait entièrement partie de leurs objectifs. Mhm.
Est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez encore des difficultés dans le développement de la politique ou des points où vous vous dites à cet aspect-là, il faudrait qu'on voit comment le travailler ou en tout cas des sujets peut-être d'amélioration ou de développement qui vous questionnent aujourd'hui pour la Comme suite? on est en continuel développement au niveau du réseau, on a des nouveaux restaurants qui ouvrent chaque année. Finalement, on se heurte à chaque fois à de nouvelles problématiques, puisque il faut continuellement sensibiliser nos nouveaux directeurs, que ces nouveaux directeurs comprennent la politique handicap et y adhèrent. Donc effectivement, c'est aussi là du cas par cas et retravailler avec eux pour aussi changer leur façon de voir en fait le handicap, de montrer que c'est possible aussi. Donc effectivement, en fait, on repart à chaque fois, chaque année sur les mêmes actions, mais qui fonctionnent. Et chaque année aussi de nouvelles communications pour pouvoir faire en sorte que c'est la communication qui est régulière ne soit plus quelque chose qui soit regardé de façon lambda, mais puisse interroger aussi. Donc ça c'est aussi un challenge de réussir à trouver des sujets qui puissent interroger chaque salarié pour qu'il puisse se dire ah bah tiens pourquoi pas réfléchir sur ce sujet du handicap, est-ce que ça me concerne ou pas, est-ce que je pourrais en parler autour de moi, enfin voilà, c'est faire en sorte que chacun puisse aussi en parler autour de lui. D'accord. Et Élise, Ouais, je dirais peut-être que sur ce sujet-là? ouais, c'est un sujet qui est finalement jamais terminé, du fait de ce que Raphaël disait, dans le sens où on a quand même du turnover, on a aussi des managers qui évoluent année après année et qui eux ne sont pas forcément formés, donc il va falloir les former, les sensibiliser. Et puis le handicap, c'est aussi, on peut le dire, hein, mais un sujet qui peut être vite oublié. Si on n'en parle plus, voilà, ça peut ouais, on se dit que justement ça roule et qu'il y a plus d'action à mettre en place, ou en tout cas que c'est un sujet qui peut être acquis, alors que finalement c'est jamais vraiment acquis et qu'il faut justement toujours mettre en place des actions, en parler, challenger pour que ça reste vraiment un sujet qui est d'actualité. Donc non, c'est jamais fini et on peut pas dire que ça roule tout seul. Il faut quand même il faut quand même de l'enthousiasme, de l'énergie pour toujours vouloir développer le sujet. Encore un petit peu de carburant toujours dans la machine pour Voilà, que les exactement. pas entre guillemets se reposer sur ses lauriers dans le sens où finalement il y a toujours à inventer, à aussi accompagner de nouvelles personnes. Ouais. D'accord. Et je sais qu'on a après c'est des projets qui mettent plus ou moins de temps, mais voilà, avec Raphaël on a déjà d'autres idées, notamment de mettre en place un réseau on va dire de référents handicap en restaurant, donc d'avoir des managers qui vont être justement des référents handicap à leur niveau et qui vont recevoir eux une formation et qui vont pouvoir échanger sur leurs pratiques. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit, qu'on a encore pas mis en place parce que ça demande quand même un peu de logistique et puis voilà, au niveau des priorités c'est parfois aussi compliqué de dégager du temps en restaurant, mais voilà, je pense qu'il y a toujours à faire et à inventer pour faire vivre cette politique handicap. D'accord. Et justement une question que je me posais, je crois qu'on l'avait un petit peu abordé aussi, est-ce que le fait d'avoir structuré toute cette politique-là, au-delà des recrutements externes, vous avez des personnes qui finalement ont fait la démarche d'aller vers une reconnaissance RQTH justement suite à la politique de l'entreprise pour se dire bah oui, je vais aussi aller exprimer finalement une situation que j'avais pas forcément évoquée auparavant parce que voilà, cette situation-là, enfin d'avoir sensibilisé et amené des personnes aussi en interne à aller vers cette reconnaissance, à se faire se reconnaître, tout à fait. Tout à fait. Handicap. Et ça, c'est effectivement un de nos objectifs, en plus du recrutement. On s'est vraiment challengé à se dire, alors très bien de recruter, mais on sait qu'on a des personnes aussi en restaurant qui pourraient se faire reconnaître. Et donc l'idée, c'était de pouvoir faire une communication assez globale sur la reconnaissance, grosso modo dans quelle situation on pourrait se faire reconnaître, parce que souvent on a cette image là de oui non mais une personne en situation de handicap c'est une personne qui est en siège roulant. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles.
Et un handicap, ça se traduit à partir du moment où à son poste de travail, notre santé nous contraint à réaliser certaines missions. Donc, ça peut être vraiment tout type de problématiques de santé à partir du moment où il y a certaines missions qui vont être diminuées par ce problème de santé. Et donc, effectivement, on a eu pas mal de personnes qui se sont fait reconnaître en interne. Nous, ce qu'on explique bien en tant que référente handicap, c'est qu'on accompagne les personnes qui souhaitent se faire reconnaître. Donc, on a sur toutes nos communications, bien sûr, notre nom, notre prénom et notre numéro de téléphone, en indiquant que on est là pour pouvoir les accompagner. Et donc, on prend le temps, par exemple, de faire, par exemple, comme là, un point en visio, et on parcourt ensemble ce document, ce fichier, on va dire, de reconnaissance, qui est effectivement assez lourd. Et quand on n'a pas forcément l'habitude d'un fichier aussi lourd, c'est compliqué de le faire seul. Donc d'être accompagné, c'est quand même mieux. Et donc nous, on les accompagne sur la complétude de ce fichier-là, et ensuite on les relance de temps en temps pour savoir où ça en est au niveau une fois qu'ils ont déposé leur dossier auprès de la MDPH, donc la maison départementale des personnes en situation de handicap, et pour leur faire comprendre aussi qu'ils ne sont pas seuls dans leur demande de reconnaissance. Donc c'est quelque chose qui a pas mal fonctionné Moi, levier d'ici là. externe, Voilà. interne, voilà, et d'accompagnement, à C'est la ça. fois des managers, des équipes ou des personnes, potentiellement en situation de handicap, aller vers une reconnaissance, Exactement. Et le fait aussi d'avoir cette étiquette de référent handicap, les salariés vont aussi plus s'ouvrir sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on a mis en place en fait avec Élise, c'est de demander à nos directeurs de voir si dans leur effectif, ils n'auraient pas idée de certaines personnes qui pourraient se faire reconnaître, Mmh. et de leur proposer, pourquoi pas, un échange avec la référente handicap et de donner notre numéro. Donc ça a pas mal fonctionné. Et puis ensuite, une fois que on a le premier échange avec la personne qui souhaiterait se faire reconnaître, nous, notre rôle avec Élise, c'est vraiment d'expliquer à quoi sert la reconnaissance, les avantages, de casser un petit peu ces idées préconçues de la reconnaissance, parce que souvent on peut avoir des réactions comme bah non, mais moi je veux pas me faire reconnaître parce que par exemple on va me retirer mon permis de conduire, je vais plus pouvoir demander de prêt pour ma future maison, etc. Et donc l'idée, c'est de bien expliquer que la reconnaissance n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, Au c'est contraire, pour pouvoir, apporter voilà, des droits ou des et un appui, que ce soit financier, mais aussi d'aménagement de poste. Donc de faire vraiment changer le regard autour de la reconnaissance, et bien leur expliquer que nos échanges sont confidentiels, que l'accompagnement aussi est confidentiel, et que le fait que la personne se fasse reconnaître, ensuite la personne se fait reconnaître, mais elle a aucune obligation, en tout cas, de nous transmettre sa reconnaissance. C'est son libre droit de nous faire partager, voilà, sa reconnaissance, et à savoir que ça reste entre le salarié et nous. Le directeur de restaurant et les équipes ne sont pas forcément mises au courant. Très bien. Je pense que c'était important aussi de pouvoir, éclairer ce point-là, parce que ça peut être un sujet pour, nombreuses entreprises aussi, de savoir comment s'y prendre aussi pour agir sur, les salariés qui sont Mm, mm. déjà, membres de l'entreprise. Et peut-être Exactement. pour clore, vous devriez partager une idée clé, avec des entreprises qui n'ont pas encore, structuré de politique et qui se posent la question de s'y engager. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je dirais que déjà, il y a les moyens de se faire accompagner et de manière gratuite par la GFIP. Donc, ce qui peut donner vraiment des actions, enfin, adaptées au secteur d'activité, à l'entreprise.
Puis ensuite, il y a plein d'actions qui sont faciles à mettre en place et qui, petit à petit, peuvent vraiment déboucher sur une belle politique handicap et sur des résultats. Donc, il faut avant tout oser et se lancer. Et c'est petit à petit que finalement, voilà, les résultats et vont intervenir, tout simplement. Accepter, ça puisse prendre du temps, en tout cas, Ouais, voilà. d'oser démarrer et se lancer en étant accompagné. Voilà, exactement. Tout à Et fait. Raphaël? Et comme on le disait tout à l'heure, et le dit Élise, c'est des actions concrètes. Il faut commencer par des actions concrètes. Il faut se dire bon bah voilà, on se lance dans le bain. On ne sait pas trop par où commencer. Commençons par se faire accompagner par la GFIP, en répondant aussi à cet appel national sur la semaine du handicap qui est souvent en novembre, en participant au Duo Day. Et en fait, le fait d'être accompagné, de se dire que d'autres entreprises font exactement la même chose, je trouve que ça aide et on se sent moins seul sur ce sujet qui peut être vraiment vaste quand on commence. Ne pas avoir peur de se dire que bon bah voilà, ça prend du temps, mais la persévérance fait que à la fin ça donne un résultat et on en est la preuve. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Un grand merci à Raphaël et Élise pour ce précieux partage d'expérience. Ce que je garde comme graine à semer, ce sont bien les notions d'un projet qui implique l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et qu'il faut s'autoriser à cheminer et ajuster tout en s'entourant de partenaires. Et bien entendu, l'impact positif pour toutes et tous d'une plus grande diversité dans les équipes. Rendez-vous pour une prochaine interview avec Claire Leroy-Attala, sociologue et chercheuse, spécialiste du sujet, qui nous partagera ses enseignements et recommandations pour développer des politiques engagées qui tiennent compte des handicaps invisibles. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente.